Et nous revoilà avec nos nouveaux invités, un groupe lyonnais qui s'appelle Pluvia, dont peut-être vous avez entendu parler puisque je crois en avoir parlé récemment. Groupe bon, que je vais vous laisser décrire un peu plus en détail après, plutôt que je le fasse. Je trouve que je suis susceptible de dire des conneries parce que j'ai assez peu dormi. Je vous remercie d'être là en tout cas, tous les Ah, trois. merci à toi, ouais, salut Hakim. Avec plaisir. Et ce parcours, on va commencer juste parce que on ne se connaît pas encore et le public non plus. Est-ce qu'on peut juste faire un bref tour de table des noms et qui vous êtes dans la formation? Donc, moi c'est Nicolas, du coup je suis guitariste et compositeur du groupe. Moi, c'est Mina, donc je suis la chanteuse et parolière du groupe. Et moi, c'est Ludo. Je suis bassiste et accessoirement, je fais l'artwork et le design graphique. Ok, cool. Bon, on y reviendra certainement. Alors, juste une première question, parce que je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble avoir lu sur Bandcamp que en studio, c'était vous deux, c'est ça? Ou pas? Ouais, en studio, c'est-à-dire du coup. Parce que je crois j'avais vu que c'est toi qui écrivais, composais, enregistrais, mais est-ce que tu fais tous les instruments ou est-ce que... Oui, je fais tous les instruments, ouais, Ok. du coup c'est tout fait maison. Ouais, Donc Pluvia, du coup c'est tout fait maison. On en reparlera du coup. ouais, Mais sur l'EP, du coup on a juste fait appel à des studios pour certaines prises de chant. ouais, Voilà, ok. mais effectivement, du coup c'est tout fait dans mon studio. Ouais. Ok, ok. Et donc, toi, Mina, tu es au chant. Niveau texte, je sais pas si c'est toi qui écris, si c'est lui qui écrit, si vous écrivez ensemble. C'est moi qui écris. Ok, C'est moi qui écris. En général, Nico m'envoie le morceau, je l'écris et on l'enregistre. Tout va très très vite. ah, cool. C'est pas vrai pour tout le monde, aller très très vite, donc c'est bien. Ouais, j'aime pas quand ça traîne. Je peux comprendre, je peux comprendre. Donc, vous avez sorti un album. Alors, je sais pas si c'est un album ou un EP parce qu'il est pas très long et du coup, il y a une zone grise. Ouais, ça a fait débat au sein du groupe. On s'est dit comment on l'appelle. Est-ce qu'on dit que c'est un mini-album? Est-ce qu'on dit que c'est un EP, etc. En fait, à l'ère du streaming aujourd'hui, je crois que ça a plus trop d'importance. C'est sûr. Voilà, dans ma tête et peut-être dans la tête du groupe, pour nous, c'est un mini-album. Après, si tu dis EP, il n'y a pas de souci, on va pas se sentir. Non, je trouve pas, je considère pas ça important. Je voulais juste l'appeler comme vous l'appelez. C'est plus ça, quoi. Ouais, bah, on peut dire EP si tu Je veux. crois qu'on a écoute, dit que c'était un EP. Allez, on peut dire EP. Bon, bah alors, on va Ça dire que marche. c'est un EP. On peut dire comme ça. Donc, un EP qui s'appelle Saturne Fury. Alors, ma première vraie question vis-à-vis de ça, c'est sur une des vidéos d'un des morceaux qui avait été publié au préalable, il y a comme description Aggressive Black Gaze. Alors, c'est rigolo parce que quand tu dis Black Gaze, tu vas penser, mettons, à des trucs comme Alceste, pourquoi pas, parmi des groupes connus. Sauf que le mot agressif n'est pas forcément celui que tu mets, l'adjectif que tu mets avec par défaut. Enfin moi par exemple quand j'ai écouté l'EP, je pensais plus facilement à des groupes comme Oathbreaker que comme Alceste pour le coup. Maintenant Plus agressif, du coup, tu ouais parce que, ouais, je trouvais ça plutôt agressif en l'occurrence voilà, je trouve qu'il y a un peu un contraste entre cet adjectif choisi et puis Black Gaze. Après je sais pas comment vous le décrivez ou pourquoi vous avez choisi ça, si vous voulez un peu en discuter. Du coup, ouais, je me permets après Minal alors à son avis, mais en fait, Pluvia, la baseline de Pluvia à la base, c'était Sadness and Fury. Et en fait, du coup, effectivement, dans la musique de Pluvia, il y a deux côtés qui sont peut-être un petit peu opposés, mais qui se mélangent. C'est le côté très agressif et le côté quand même musique un peu arrachée, tu vois, très écorché, on pourrait dire. Et ce côté quand même très mélancolique, très mélodique et relativement doux d'une certaine manière, en fait. Et du coup, Aggressive Black Gaze, c'est un peu la synthèse de ces deux termes-là. Et Saturn Fury, donc le nom de l'EP, c'est ça aussi que ça vient dire. Ok. Je trouve que tu as plutôt bien résumé. Aggressive Black Gaze, comme tu dis, c'est vrai que Pluvia, quand on a commencé ce projet, on avait à la fois envie de parler beaucoup d'émotions humaines, d'émotions fortes, de choses un peu intenses, tout en apportant tous les deux notre vision de l'intensité et notre vision de l'intensité et de l'agressivité du coup en musique. Mais tout en gardant cette sensibilité propre du Black Gaze, cette douceur, cette délicatesse même.
Et en parlant d'agressif black gaze, c'est vrai qu'on a ceci deux termes qui sont plutôt antinomiques, tout en les mariant plutôt bien. Ok, cool. N'hésite pas si tu veux rajouter des trucs aussi. Ouais, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Il y a juste un terme qu'on a inventé, un néologisme, un truc marrant qui nous a fait marrer, c'est Fury Gaze. Voilà, Ok. on pourrait résumer ça comme Allez. ça. Vu que c'est l'ère des étiquettes et comment se démarquer du lot, voilà, on a trouvé ce terme-là. Après, encore faut-il que ça parle, mais bon, je pense que vis-à-vis de notre musique, c'est plutôt cool. Ouais. Donc voilà. Ok. Et les uns les autres, je ne sais pas si vous avez eu d'autres projets musicaux en parallèle ou auparavant. Alors, moi, dans votre version du Black Gaze, je sens quand même ce qui pourrait être sans doute un bagage screamo, post-hardcore, des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu des formations ou des formations de ce type ouais, aussi. beaucoup. Donc Ouais. avec Ludo, du coup, on a eu pas mal de groupes auparavant, dans des styles divers, du post-hardcore, etc. On a eu un groupe, qu'on a toujours, un duo de musique électronique bien agressive aussi. Musique électronique, métal, screamo, etc. Est-ce qu'on peut avoir un nom ? Ça s'appelle Medusa in My Knickers. Ok. Voilà, c'est un groupe qui est là depuis un petit moment, etc. On a déjà fait plus de 2 albums. Enfin, c'est un truc qui, voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur aussi. Donc, si tu veux, on a eu pas mal de groupes et à travers les années, on n'est plus exactement tout jeune, même si ça va, on n'est pas encore mourant. Mais en fait, tout ça pour dire qu'effectivement, le côté post-hardcore, etc., c'est vraiment une musique aussi, je pense, qui nous a réunis et qui a fait que cette musique post-hardcore, moi, pour moi, en tout cas, elle me plaît beaucoup parce que c'est une musique qui permet de véhiculer beaucoup d'émotions. À la fois, comme disait Mina, des fois, ce côté presque doux, ce côté presque poétique, etc. Et des fois, des avalanches comme ça d'agressivité, comme on peut entendre, je sais pas, par exemple, chez Bird in Row, etc. Ouais. Et qu'en fait, ce post-hardcore-là, je trouve qu'il est très malléable. C'est-à-dire que tu peux le mélanger dans plein d'esthétiques musicales. Donc, en tout cas, pour moi, quand je compose quelque chose pour Pluvia, j'essaye pas de raisonner en termes d'étiquette. C'est-à-dire que, en fait, là, on parle de post-hardcore, de black gaze, peut-être même de shoegaze ou de post-rock. Pour moi, c'est vrai que c'est pas très. Moi, je m'en fous un petit peu de tout ça. Par contre, ce que je m'en fous pas, c'est le côté intense. C'est-à-dire que pour moi, cette musique-là, elle doit être intense. Et que du coup, voilà, ce que tu as pu ressentir en termes d'influence post-hardcore, c'est bien présent, quoi. Après, Mina, elle a des influences un petit peu différentes, mais du coup, on mélange ça aussi. Ok. Toi, tu viens de quel style éventuellement ? Alors moi, je viens complètement du black metal. Ouais. Donc le post-hardcore et le hardcore, pour moi, c'était une zone complètement inconnue quand j'ai rencontré Nico et Ludo. Que j'ai appris à découvrir. J'ai été forcé d'écouter. Laissez-moi. que j'ai appris à découvrir avec eux. Mais oui, moi, je viens essentiellement du black metal, du post-black. Et en mariant le post-hardcore et le post-black, on est toujours dans cette urgence, finalement, cette urgence de faire de la musique, cette urgence de débloquer des émotions, cette urgence d'exprimer la musique. Et finalement, les deux ne sont pas si opposés, on se rend compte. Ouais, c'est vrai que moi, c'est deux genres, peut-être les deux genres black metal et tout ce qui peut s'apparenter à post-hardcore dans lesquels je me retrouve le plus, titre personnel. Même si au départ, je viens aussi du black metal, mais j'ai découvert ça après. Ok, cool. Alors, est-ce qu'on mettrait pas un morceau, Romain, pour que les gens qui nous écoutent voient un petit peu de quoi ils retournent ? On peut. On va faire une présence en même temps. On va faire une présence en même temps. J'espère que tu as la playlist avec des morceaux que j'avais mis sous les yeux. Est-ce que tu pourrais me mettre le morceau sans étoiles, s'il te plaît ? C'est exactement celui-là. C'est parfait. C'est exactement il résume bien l'esprit Pluvia, celui-ci. Ouais. C'est nickel.
Eh bien, nous revoilà et ce premier morceau vous donne un petit aperçu de ce à quoi Pluvia peut ressembler. On vous mettra quelques autres extraits plus tard pour que vous ayez un éventail un petit peu plus large. Alors, on continue. Tu nous parlais en off un petit peu de la production de l'album qui a été un peu spéciale, tu disais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, du coup, la production de cette EP était un petit peu décousue, c'était intéressant. Donc, à la base, Pluvia, ça a commencé comme un projet de studio. Donc, j'étais juste avec Mina, etc. Moi, j'ai un studio à la maison, ce qu'on appelle un home studio, etc. Je fais en fait de la prod depuis très longtemps pour mes propres projets artistiques. C'est-à-dire que voilà, j'ai Pluvia, j'ai eu d'autres projets avant, etc. Et aussi pour d'autres artistes. Et en fait, l'idée, du coup, quand on s'est rencontré avec Mina, on s'est dit, au début, on va juste enregistrer des morceaux, faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, faire tout simplement un projet de studio. Et en fait, petit à petit, on a développé le projet, rencontré des musiciens, fait des dates, etc. Et en fait, quand on s'est dit qu'on allait faire ce grand EP, ce mini-album, etc., on s'est dit qu'on n'allait pas changer la méthode de production. C'est-à-dire que du coup, j'allais tout faire, comme on a fait sur notre premier EP. Parce que du coup, voilà, pour les gens qui nous regardent, du coup, on a sorti un EP plus ce mini-album, on va dire plus gros EP, avec du coup les mêmes, dans le même environnement, le même technique de prod, etc. Et en fait, le petit fun fact, c'est que du coup, sur ce nouvel EP qu'on a sorti récemment, pour des questions de bruit, de voisinage, de choses de la vie quotidienne vraiment très très bêtes, on s'est dit que certaines parties de chant ou certains morceaux allaient être enregistrés dans des studios juste pour le chant. Ouais. Parce que Mina, quand elle chante, ça fait énormément de bruit, etc. Donc du coup, une partie en fait de l'EP a été enregistrée dans 2 studios sur Lyon, c'est-à-dire juste le chant. On a fait juste des prises chant là-bas. Après, du coup, moi, j'ai récupéré les pistes et tout le reste a été produit chez moi, guitare, basse, batterie, etc. Okay. Et du coup, c'est un EP qui s'est fait en relative autonomie. Ouais. Voilà, donc j'ai fait l'enregistrement, le mix, le master, etc. Ok. Et tu disais tout à l'heure, t'aimes bien que ça aille vite, parce que l'EP précédent il est sorti en 2022, si je dis pas de bêtises. Alors le premier EP est sorti, c'est ça, mai 2020. Ouais, mai 2022. C'est ce que j'avais lu. Voilà, le premier EP mai 2022. Après, du coup, on a sorti un single l'année d'après et un autre single peu de temps après. Et après, là, l'EP dont on parle, le dernier EP Saturn Fury, il est sorti au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Mois de mai, je crois que j'avais noté 23 mai comme date. D'accord, ok, tu vois, tout est sorti au mois de mai chez Pluvia, c'est comme ça. Et il y a un truc, effectivement, ça, on va dire que c'est plus mon côté, je sais pas, peut-être production et le côté sensible aussi de la musique. Quand t'es dans l'émotion d'un morceau, je trouve que l'aspect production, c'est-à-dire que l'aspect, le fait de façonner le son, le fait de le mixer, de le masteriser, c'est-à-dire en fait... pour peut-être les gens qui nous regardent, on peut peut-être juste développer rapidement, mais la composition, donc le fait d'écrire un morceau, le fait de composer du chant, le fait d'écrire des textes, etc., on va dire que c'est la partie artistique pure et dure. C'est-à-dire que vraiment, on crée quelque chose à partir de rien. Après, il y a la partie enregistrement, et en fait, pour moi, la partie enregistrement, c'est aussi une partie artistique, parce que quand on enregistre, on a plein de manières d'enregistrer, on a plein de manières de capturer le son, que ce soit la voix de Mina, que ce soit la basse de Ludo, que ce soit ma guitare, peu importe. Et en fait, du coup, à l'enregistrement, on fait des choix de son, on fait un parti pris, etc., pour aboutir à l'œuvre définitive. Je me suis perdu en chemin, qu'est-ce que je voulais dire ? Pas t'aider. Je me suis perdu en chemin, bref. Ah oui, voilà. On parlait du fait qu'il faut aller vite. Voilà, c'est ça le truc. Et effectivement, chez Pluvia, moi j'aime bien que ça aille vite parce que quand on a écrit la chanson et qu'on commence à l'enregistrer, du coup,
on est dans un état d'esprit assez particulier, un état d'esprit artistique qui correspond du coup à la chanson. Et en fait, pour moi, pour garder cet esprit artistique jusqu'au bout et pour donner le maximum du potentiel de la chanson, il faut que ça soit enregistré, produit et fini vite. Ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Mais si tu passes 6 mois à tout rechanger, à te dire non, on va refaire comme ça, etc., que ça passe dans les mains d'un ingénieur mixeur, après ça passe par un mec qui fait le mastering, etc. Pour moi, c'est pas comme ça que je vois Pluvia. Pluvia, c'est aussi l'urgence, jusque dans le côté enregistrement. Ok, oui, je vois. Par contre, de bien faire les choses, voilà. J'avais une petite question. Du coup, quand tu dis que tu es dans l'urgence, quand tu fais tout rapidement, tu t'autorises pas des petits moments quand même pour attendre un petit peu, mais genre. Si, bien sûr. Ouais, Si, non, mais quand je dis l'urgence, attention, c'est-à-dire que c'est pas non plus. C'est l'urgence créative. Voilà, c'est plus ça. Par contre, moi, j'aime les choses bien faites. Mina aussi, Ludo aussi, on est habitué à faire les choses bien. C'est-à-dire que on n'est pas dans une urgence, par exemple, de production, à faire une production à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a du temps passé dessus, mais par contre, on peut pas se dire. Enfin, du moins, moi, je me dis pas ça. Du moment où je commence à enregistrer un morceau, je peux pas le finir dans 2 ans, parce que dans 2 ans. Dans ma tête, je serais passé à autre chose, quoi. Ouais, bien sûr. C'est dans le but vraiment de servir ta musique, quoi. Après, je sais pas si Mina, si tu as d'autres choses à dire dessus, parce qu'on est peut-être un peu différents là-dessus, tu vois, c'est intéressant aussi. Moi, je suis assez d'accord avec toi, et même d'un point de vue création et créativité, je fonctionne aussi souvent dans cette urgence de l'écriture, comme je vous disais tout à l'heure, comme je te disais tout à l'heure d'ailleurs. Nico m'envoie le morceau et en général, je l'écris très très vite parce que je vais me trouver dans cet instant où je vais découvrir le morceau, je vais tout de suite avoir envie d'écrire dessus, il y a tout de suite des lignes de chant qui vont me venir, des mots, des émotions et c'est des choses qu'on perd souvent quand on intellectualise un petit peu trop, qu'on va réécouter le morceau en boucle avant de commencer à travailler dessus. Et je pense qu'au niveau de la production, c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire que quand tu crées le morceau et que tu commences à le produire, tu es dans cette urgence créative, tu es dans une émotion particulière qui fait que si tu le retravailles dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, tu seras plus dans cet état d'esprit-là et le morceau aura une totale autre couleur finalement, autre signification, autre intensité. Et c'est ce qu'on essaie justement de conserver avec Pluvia, de conserver l'émotion dans laquelle on est au moment où on est sur ce morceau. Ouais. L'émotion brute, vraiment, quand t'as l'idée, c'est ce que c'est censé être. Voilà, de pas couper trop les cheveux en 4. C'est-à-dire que, Et excuse-moi, je te coupe, mais même quand on est en studio tous les deux, le chant, l'enregistrement, ça va très très vite. Je vais pas dire en une prise c'est fait, mais c'est vraiment très brutal, c'est en 2 heures c'est enregistré, c'est fini quoi. Ouais. C'est rarement ce qu'on entend, mais c'est bien aussi d'entendre ça, tu vois. Parce que je pense par exemple à Wivrière, qui est un groupe de black metal lyonnais, enfin un projet solo de black metal qui est très bien, mais on parle d'un truc qui a mijoté pendant quelques années, tu vois. Il y a des trucs qu'il avait déjà pensé il y a 10 ans, tu vois. Et là, on est clairement dans l'opposé. Et c'est vrai que je pense que quand on cause avec des groupes, on voit des idées qui mûrissent pendant X mois, X années des fois. On s'imagine sans doute qu'il y a plein de trucs qui sont perdus dans le processus. Du coup, il n'y a peut-être pas autant de pertes chez vous, je sais pas. Moi, des fois, je suis assez admiratif de ces musiciens-là, et des fois aussi assez admiratif des gros groupes qui ont des calendriers. C'est-à-dire que tu sais, ils passent en studio, et après, du moment où en fait l'album est fini en studio et le moment où le label va sortir l'album, des fois, il peut se passer 6 mois, 1 an, etc. Et à chaque fois, je me dis, je suis assez admiratif de leur patience, parce que moi, moi en tant que musicien et aussi Pluvia, on a presque ce côté, je sais pas comment on pourrait appeler ça, on est presque des musiciens électroniques, des rappeurs. Genre, tu fais le son, ça doit sortir le lendemain, tu vois. Et en fait, on peut pas le faire, mais on essaye d'être au maximum, tu vois. Et que si on pouvait sortir un titre par semaine, comme tous les mecs dans le rap, etc., on pourrait le faire aussi. On aimerait trop faire ça, tu vois. Et que effectivement, le côté patience. Je pense qu'il y a plein de manières d'être un artiste, il y a plein de manières d'être un musicien. Il y a ces musiciens dont tu parles qui peuvent mûrir un projet pendant des années, etc. Puis il y en a d'autres qui sont peut-être... Alors punk, c'est peut-être pas le mot, mais presque ça, où du coup on fait le truc et après... Par contre, voilà, on a toujours l'exigence, je veux dire, de qualité. C'est-à-dire que vite, ça veut pas dire mal fait, quoi. Voilà, bien sûr. juste ça. Enfin, je sais pas ce que Ludo en pense aussi. Parce que...
Ouais, en monopolise fait, non, ce que je voulais dire, c'est qu'avec notre ancien groupe Medusa and Mindmakers, on avait compris il y a 15 ans que c'était important de sortir des morceaux rapidement. Et à l'époque, on sortait un morceau par mois. On prenait exemple sur la nouvelle, enfin sur les rappeurs du moment, etc., où il fallait que ça sorte, il fallait que ça sorte, il fallait que ça sorte. Donc, au-delà d'une urgence créative. D'être dans le mood, de créer des choses bien à ce moment-là. Il y a aussi cette idée d'être productif, mais d'être productif sans saper la qualité. Et ça, c'est un mindset qu'on a depuis très longtemps, depuis qu'on travaille ensemble, depuis 15 ans. On arrive à rester productif. Et c'est sûr, bon, bah, quand il y a la team prod musicale plus design graphique, au final, on a souvent à tous les deux, on s'est souvent suffi. Alors peut-être des fois un peu trop, on aurait peut-être pu aller plus loin avec des équipes plus développées forcément. Mais voilà, il y a ce côté aussi, l'industrie musicale en 2025 demande aussi cette productivité et on est dans l'ère des singles, etc. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Voilà. Et vous arrivez à vous renouveler sans être à court, pas à court d'idées, mais enfin, sans essouffler le truc, ça vous arrivez quand même à rebondir, à vouloir faire des morceaux, vouloir sortir des morceaux dans votre mindset, de vouloir sortir des morceaux rapidement, etc. Alors du coup, moi, je fais de la musique tout le temps. Là, on parle de Pluvia, etc. J'ai aussi d'autres projets à côté. Donc moi, j'ai vraiment la chance là-dessus. J'ai toujours des idées, quoi. C'est-à-dire, je me pose dans mon studio, peu importe avec une guitare, avec des fois avec rien du tout, juste devant mon logiciel, etc. Voilà, je touche du bois. J'ai la chance d'avoir toujours des idées qui viennent, etc. Donc et c'est peut-être le fait aussi de faire différents styles de musique qui fait que quand je me mets sur Pluvia, bah, vu que j'ai pas 15 groupes à côté comme Pluvia, j'ai les idées pour Pluvia. Et quand je vais me mettre sur Medusa, qui est plus musique électro, bah, du coup j'ai les idées qui viennent aussi. Donc voilà. Top. On n'a pas de... Pour l'instant, on n'épuise pas les ressources. Voilà. Voilà. Après, on n'a pas encore sorti non plus 200 morceaux, hein, c'est sûr. Mais... Pas encore. Ça arrivera bientôt. Demain, on a balance 12. Voilà, c'est ça. Et après, je pars à la piscine me reposer un petit peu. C'est ça. Et juste à côté. Alors, je continue un petit peu. Il y a aussi une question un peu visuelle pour toi. Du coup, si c'est toi qui t'occupes tout ce qui a été vidéo, les petits clips, la pochette, c'est toi qui t'en es occupé du coup. Ouais. Trop bien. Oui. Alors, c'est en lien avec un truc qu'on a dit plus tôt par rapport au titre Saturne Fury. Alors, j'avais laissé Fury de côté dans ma tête à ce moment-là, mais je pensais à Saturne et j'ai pensé simplement d'un point de vue strictement mythologique, donc à la divinité Saturne associée au temps. J'avais remarqué, enfin, je voulais savoir ce que Saturne venait faire là notamment. Alors que ce soit d'un point de vue peut-être spatial ou mythologique à voir, mais j'avais remarqué aussi qu'il y avait quelque chose qui ressemblait au signe astrologique correspondant à Saturne qui apparaissait dans la vidéo de Opal Insomnie à plusieurs reprises, même s'il est souvent vite distordu et disparaît et tout. Pour clarifier un peu plus aussi le nom et son intention, si on a déjà clarifié la Furie, on n'a pas clarifié Saturne. Est-ce qu'on peut en discuter un peu? Saturne, c'est plus Nico. Ouais, Ok. Saturne Fury, en fait, Saturne, ça vient de Saturnien et c'est la mélancolie. Ouais. Et en fait, Saturn Fury, c'est une autre manière d'exprimer notre baseline de base qui était Sadness and Fury. Et, on voulait le mettre en français, en fait. On voulait le mettre en français et Tristesse et Furie, ça nous semblait pas. C'était peut-être trop littéral et du coup, on est parti là-dessus. Il n'y a pas trop de délire cosmique ou mythologique pour le coup. Ok. Même si tu as quand même utilisé cet élément visuel. Alors, les symboles, donc, ils ont été dessinés par Mina, qui est tatoueuse. Ok. Donc voilà, c'était des petits éléments qu'on peut incrémenter dans le clip, histoire de rendre le clip plus visuel. Et, chaque élément ne définit pas spécifiquement quelque chose. C'est plus une aura globale. Enfin, je sais pas, pour le coup, je parle en ton nom. Je ne sais pas si tu avais des choses vraiment en tête quand tu as dessiné ces symboles, mais au final, c'est toi qui écris les paroles, donc il y avait forcément un lien entre ce qu'elle voulait dessiner. Mais je parlais à ta place là. Donc, après ça démarre, si tu veux, sur la question qui suit, qui de toute façon va en direction des paroles et donc est plus pour toi. Donc, alors, on n'a pas accès aux paroles de tous les morceaux, si je dis pas de bêtises. J'avais regardé sur Bandcamp, il y a certains clips, certaines vidéos où on voit les paroles, mais pas partout. Donc, j'ai juste lu ce que j'avais. Hein, mais on est sur quelque chose d'assez poétique. Et justement, on parlait de mélancolie, je veux dire, ça, c'est assez
assez prenant dedans, ça fait partie prenante justement du texte. Ça a un côté un peu abstrait aussi parce que le côté mélancolique est évident, mais on va dire que l'essence que ça peut avoir, parce que je ne vais pas l'utiliser au singulier, l'essence au pluriel que ça peut avoir, peuvent être multiples, parce qu'on va dire que c'est très soumis à interprétation, je suppose, en tout cas pour un auditeur, dans la mesure où il y a quelque chose, comme je disais, qui est un peu abstrait et que je peux lier à des termes qu'on revoit ici et là, des idées un peu célestes, une idée du lointain en tout cas, à titre personnel, que je ressens ici et là, je peux tout à fait me planter, mais que je ressens dans l'ambiance du projet. Je sais pas ce que tu en penses, toi, en tant qu'écrivaine de ces paroles. Je pense qu'effectivement, dans les paroles de Pluvia, c'est énormément de mélancolie. C'est très poétique. C'est une essence poétique qu'on ne peut pas renier. Et parce que, tout simplement, je lis moi-même beaucoup de poésie. Et dans l'écriture de Pluvia, j'ai tout simplement l'objectif premier, bon, déjà d'écrire des paroles, mais d'écrire de la poésie qui doit être lue. Donc j'aimerais que les paroles soient visibles par nos auditeurs. Voilà, j'écris de la poésie que j'aimerais être lue. Ouais. Alors, question un peu stupide en lien avec ça. Je sais pas depuis quand tu fais de la musique, je sais pas depuis quand tu t'intéresses à la poésie. Je sais que, alors moi je lis beaucoup de poésie et vraiment depuis que je suis tout petit, les premiers trucs, on va dire un peu littéraires que j'ai lu gamin, c'était de la poésie de façon tout à fait hasardeuse. Mais il se trouve que j'ai adoré ça et j'en ai beaucoup écrit aussi. Et je me suis souvent posé la question de et si un jour j'arrivais à mettre ça en musique, est-ce que toi tu as commencé par la poésie ou est-ce qu'en aimant la poésie, en allant dans la musique, si tiens, et si j'essayais d'associer les deux, dans quel sens est-ce que tu es allé? Alors déjà, ça s'est pas fait complètement innocemment d'associer l'écriture des paroles de Pluvia à la poésie. Par contre, j'ai pas du tout commencé à écrire de la musique en écrivant de la poésie. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était vraiment deux exercices complètement différents et complètement à part. C'est-à-dire que d'un côté, j'écrivais de la poésie et de l'autre côté, j'écrivais des paroles pour les divers groupes dont j'ai fait partie ces dernières années. Mais les deux n'étaient pas du tout liés. Et c'est justement avec Pluvia et cette envie d'écrire en français, parce que tu noteras sûrement que le tout premier EP a été écrit en anglais, ouais. Et la suite de la discographie a été écrite en français. On a décidé de switcher parce qu'il y avait justement cette volonté d'expression poétique qui est pas plus accessible en français pour nous, mais bien sûr que si, puisque c'est notre langue maternelle. Et cette envie d'utiliser vraiment tout le vocabulaire qu'on avait dans notre langue. Et je me suis un petit peu perdue dans ce que je racontais. Si je peux. Ouais, vas-y. En fait, on a aussi fait le choix du français pour donner une autre émotion. C'est-à-dire qu'en anglais, je sais pas dire des pourcentages n'importe comment, mais je sais pas, c'est peut-être 80-90% de cette musique métal, hardcore, etc. C'est-à-dire que le public, la langue est majoritairement en anglais. Et que du coup, le côté français, c'est intéressant si ça sonne d'une certaine manière, que ça sonne pas variété, etc. Ça intrigue. Ça intrigue aussi. Et en fait, l'idée d'avoir un côté plus abstrait aussi, que ce soit dans les textes, etc. Avoir un texte abstrait en anglais en étant français, c'est pas forcément très intéressant. C'est-à-dire que du coup, on s'est dit... On n'a pas vraiment toutes les clés pour écrire quelque chose d'intéressant en anglais. Oui, c'est ce que je veux dire. Si tu vous veux avez rester de meilleures compétences linguistiques logiquement en français. Et pour les détails techniques que vous voulez mettre sur un mot, sur une syllabe, sur une phrase, ça va mieux passer, quoi. Disons que ça dépend. C'est-à-dire que, par exemple, dans Medusa, donc notre side project plus électro, etc., il y a un côté des fois où les émotions exprimées, elles sont peut-être plus littérales, plus simples, etc. Et l'anglais se prête bien à ça. Mais dans le cas, effectivement, où tu veux être, comment on appelle ça, plus abstrait, plus poétique, etc., le français, c'est excellent. Et quand tu mélanges ça, je trouve, en tout cas, sur une musique un peu hybride comme celle qu'on fait, ça match vachement bien. Et depuis qu'on a switché en français, on ne voit pas re-switcher. Non, pas du tout. Ah non plus. Je trouve qu'on a trouvé notre truc, du moins. Ouais.
Après, bien. voilà, c'est pas non plus. On n'est pas pionnier en la matière. Je veux dire, il y en a plein qui le font, etc. Mais ça se prête bien à ça, voilà. Ouais. Tout simplement. Trop bien. Eh ben, Romain, est-ce qu'on pourrait se mettre un autre morceau? Je voudrais te suggérer Ether, s'il te plaît. Nous reprenons, c'était Ether de Pluvia. Alors, vous avez vu la pochette à l'écran. Je vais en venir un peu sur les couleurs qui m'intriguent. Que ce soit sur la pochette que vous avez vue là, mais je vous invite à regarder les quelques vidéos des morceaux où il y a des images aussi, hein, qui sont toutes dans le même ton, une espèce de bleu violacé. On le voit, il y a un petit clip pour le morceau Sirène, notamment, où on exploite pas mal de trucs vis-à-vis de la mer, pas mal de bleu et ce violet par-dessus aussi. On a des tons qui sont toujours un peu les mêmes, je disais, sur ces différents visuels, qui sont souvent assez froids, je trouve. Je pense que ça va peut-être un peu avec l'idée de mélancolie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce design ? Alors, étant brand stratégiste et ayant l'habitude de créer des marques, Ouais. pour moi,
un groupe de musique, c'est une entité, c'est une marque à part entière parce que il faut être reconnaissable, il faut être identifiable facilement. Et pour moi, la base pour créer une belle marque, c'est avoir une couleur et une typo. Quand on possède une couleur et on possède une typo, on a déjà 50% de fait avec un nom, etc. Et du coup, vu qu'on a envie d'être on va dire différenciant dans cette scène underground, black et autres, on n'a justement pas envie d'utiliser du noir et du blanc, etc. On veut aller dans la couleur et du coup on a vite décidé d'aller dans les tons de bleu qu'on met aussi également sur scène. Sur scène, on a des stroboscopes bleus et blancs, donc on reste dans le bleu et dans le blanc, donc dans des couleurs froides, effectivement pour faire transparaître les émotions des textes et de la prod. Et du coup, on décline ça sur les réseaux sociaux, sur les clips sur YouTube, sur les Reels, etc. Sur le merch aussi Sur le merch aussi, on a pour l'instant que des t-shirts blancs, des affiches blanches et bleues. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on a banni le noir. Pas de t-shirt noir, pas de. Ça va, j'ai un t-shirt rouge. On a banni le rouge aussi. Ah mince. On a acheté le bleu, c'est-à-dire que c'est notre propriété intellectuelle. Voilà. On l'a acheté à Yves Klein et puis voilà. Donc voilà, et au final on essaye de rester là-dedans. Alors c'est sûr que sur la nouvelle com, on est plus sur du duotone, donc on est un mix de violet et de bleu avec des petites stripes, etc. Donc voilà, on fait un peu évoluer aussi la com au fur et à mesure pour aller vers des choses un poil plus chaleureuses tout en restant un petit peu plus dans le froid. Donc, Ouais, en fait, on avait souvent une réflexion, tous les deux, tous les trois aussi, parce que je pense, Mina, qu'on va être assez d'accord là-dessus, c'est que du coup, le contenu de ta musique et le contenu visuel, il n'a pas besoin d'être identique. C'est-à-dire que souvent, sur les musiques agressives, on a quoi? Des contenus agressifs, des clips, tu sais, hyper agressifs, avec, je sais pas, des environnements industriels. Des fois, tu as le côté chaîne, torture, etc. Tu vois. En fait, nous, on se retrouve pas du tout là-dedans, parce que il nous semble que c'est vachement intéressant d'avoir une musique, des fois, qui est, comme on se disait tout à l'heure, mélancolique, qui est hyper franche, qui est des fois un petit peu agressive, qui est le reflet de plein d'émotions humaines, etc. Mais que du coup, on n'est pas que ça non plus, en fait. Et c'est-à-dire qu'au niveau visuel, on peut aller chercher quelque chose de beaucoup plus doux, des fois peut-être plus poétique, plus abstrait. Et en fait, la différence entre le contenu musical et le contenu visuel, c'est ce qui crée aussi une œuvre d'art globale. Et je pense qu'on réfléchit Pluvia comme un peu une œuvre d'art globale, en toute modestie, tu vois. Mais c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Voilà. Ouais, c'est des visuels qui, même si on disait des tons plutôt froids, qui ont un côté apaisant, qui peut contraster des fois avec certains morceaux en l'occurrence. Tu l'as mentionné brièvement, je voulais rajouter un truc sur le côté strié de ces visuels, ça fait un peu gravure. Je sais pas, enfin tu voulais faire quoi avec ça dans l'idée? Parce que moi ça me donne un. Tu penses à la mythologie? Non, je pense plus à des trucs type Gustave Doré si tu veux. Ouais. Ça fait un côté un peu gravure comme ça dans l'idée. On peut le voir comme ça peut faire une gravure moderne en 2025. Mais en moderne, oui, avec ce genre de ton. Linographie ou gravure, ouais, non, il peut y avoir ce côté-là. Moi, j'adore aussi, alors après, c'est vraiment à titre personnel et c'est pas infusé dans le groupe, mais j'adore toute cette nouvelle vague de typographie qu'on dit display, donc qui est un peu funky, psychédélique, etc. C'est pas du tout le kiff de Nico et Mina, mais j'essaie un petit peu de mettre de la nouveauté. Effectivement, c'est pas des choses qu'on voit souvent sur des artworks de métal ou de musique underground. Donc, des fois, après, je vais pas mentir, des fois, c'est des petits tests d'effets sur un logiciel ou sur un autre, et ça le fait. Et des fois, on pond des choses qu'on n'a pas voulu faire et qui arrivent telles quelles, et on se dit, bon, bah, c'est bien, c'est différenciant, ok, on garde ou ok, on jette. Là, pour le coup, on a gardé. Ok. Et du coup, sur la pochette, on a, vous l'avez vu, c'est un visage de femme. Je sais pas qui c'est ou ce que ça veut représenter. Après, on a un visage assez fermé pour revenir sur le côté peut-être un peu triste, mélancolique qu'on a. Tu as sorti ça d'où? C'était une photo que j'avais dans ma banque d'images depuis très longtemps. Ok. Et il se trouve que je regardais sur... Est-ce que tu es photographe aussi? C'est vrai que des photos aussi. Voilà, de toute façon, c'est comme ce que je disais sur le groupe d'avant, on faisait tout à deux avec Nico. Bon, bah voilà, là on infuse avec Mina aussi, qui est des belles proses. On
on garde l'idée de toujours tout faire nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que ça va vite dans le groupe. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, on va mentionner Léo, qui n'est pas là avec nous, qui est le batteur, mais on l'embrasse. Et tout ça pour dire que je me suis perdu à embrasser ceux qui ne sont pas là. On était dans le sur l'image sur la pochette, le visage. Ah oui, le visage. La photographie. Donc l'image, j'ai retrouvé la photo dans un dossier comme ça, en allant revoir les d'anciennes photos que j'avais faites. Et il se trouve que ce portrait-là dépeignait hyper bien l'atmosphère, l'ADN global qu'on voulait transparaître. Donc je l'ai envoyé au groupe, je l'ai soumise, et puis avec un petit effet duotone, encore une fois. Mais ce côté douceur, de très féminin, qui est à moitié sous la pluie, avec une certaine tristesse, une certaine émotion, ça reflétait hyper bien le truc. Donc, et puis on a une idée dans la tête depuis longtemps avec Nico, c'est de faire un clip avec une nana qui déambulerait dans les rues la nuit, sous la pluie. Et du coup, c'est pas un clip, c'est une image figée, mais elle est dans le thème. Le clip viendra. Ouais. Voilà, ça roule. Ok, alors je continue sur un truc dont on a parlé en off tout à l'heure, parce que je me posais la question justement de quand vous jouez en live, dans quelle scène finalement vous retrouvez. Est-ce que vous êtes plutôt côté black metal vis-à-vis de là où vous jouez, d'autres groupes avec lesquels vous jouez, du public que vous avez, ou plutôt screamo, post-hardcore, ou un peu les deux? Alors pour l'instant, du coup, on évolue plutôt un peu malgré nous aussi dans la scène black, post-black, etc. Parce que du coup, je pense que au niveau des orgas de concert, au niveau du public, c'est peut-être ce public-là qui a aimé Pluvia. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est vraiment chouette d'avoir un public qui reconnaît ce que tu fais, etc. Après, nous, on est très très ouverts, c'est-à-dire qu'on aimerait bien jouer dans le maximum de scènes différentes, et pourquoi pas, je sais pas, un jour... peut-être même croiser la scène avec un groupe de post-rock. Ouais. On avait fait un concert comme ça d'ailleurs avec... comment il s'appelait le groupe Ingrina. Ouais, c'était Ingrina, ouais. Okay. Je sais pas si ça te parle. Ouais, je connais de nom, je crois avoir déjà écouté avec mon collègue. C'est un peu à la Russian Circles, tu vois. Je connais bien, ouais. Okay. Et c'était super intéressant d'avoir un autre type de public, d'avoir un autre type de groupe aussi, etc. Donc nous, là-dessus, on est très très ouverts. Et après, d'une certaine manière, tu peux essayer d'orienter un petit peu le public qui pourrait t'aimer, mais c'est jamais toi qui choisis. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, là-dessus, c'est assez open. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Du coup, moi, j'arrive un petit peu à la fin de ma liste de questions. Après quoi, on va se mettre un dernier petit morceau, mais avant ça, je voudrais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous voulez? Écoute, merci à toi, merci à ceux qui regardent. Et c'est un mot peut-être un peu plus solennel, mais Pluvia, c'est un petit groupe. Et actuellement, c'est quand même pas évident de tenir un projet artistique quel qu'il soit, et d'autant plus un groupe de métal avec 4-5 personnes, etc. Donc du coup, comme on dit en anglais, c'est support your scene. Et moi, je trouve que c'est vachement important. C'est clair. On retrouve du coup ces valeurs un peu de supporter ta scène locale ou nationale dans le hardcore, dans le post-hardcore, on voit beaucoup ça. On voit ça des fois un petit peu moins sur le métal, etc. Moi, ce que je dirais, c'est merci à tous les gens qui écoutent, merci à ceux qui ont acheté l'album aussi sur Bandcamp, parce que du coup, il y en a eu pas mal et c'est vraiment chouette, etc. Et du coup, c'est presque politique. C'est en faisant ça, vous soutenez la création aussi des groupes qui ont des choses à dire et qui potentiellement auront encore des choses à dire à l'avenir, etc. Donc, voilà. Et merci aussi à ceux qui nous écrivent et qui viennent nous voir après chaque concert pour nous dire qu'ils ont passé un trop bon moment et qu'ils ont vraiment ressenti des émotions incroyables en nous regardant. C'était la première fois, et qui reviendront. Quoi. C'est cool. Yes, je crois que tout a été dit. Merci à vous pour nous avoir accueillis. C'était vraiment top de faire ça. Nous donner la parole et pouvoir nous exprimer. Ouais. Et puis si vous voulez suivre Pluvia, vous allez sur pluvia.bandcamp.com. On vous mettra tous les liens. Voilà, sur YouTube, etc. Il y a plein de belles choses à voir. Et puis n'hésitez pas à laisser des coms. Et puis. Et tant qu'on est excuse-moi, vas-y. Non, c'était bon. Et tant qu'on est encore là, si jamais il y a des gens qui ont des questions pour le groupe dans le chat, c'est le moment ou jamais. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Une question, mais c'est pour une amie, chroniqueuse, etc. Si elle veut savoir où elle peut choper les infos, auprès de quel attaché de presse pour chroniquer, interviewer, voilà. Du coup, pour un dossier de presse, elle peut nous contacter en direct.
C'est-à-dire qu'il doit y avoir l'adresse mail qui court un peu sur les réseaux sociaux. Oui, Ouais. j'ai réussi à la trouver, c'est qu'elle doit être quelque part, mais j'ai oublié Ouais, où. c'est thisispluvia@gmail.com. Après, je pense qu'elle est présente sur nos réseaux. Du coup, ça va avec ce que je disais juste avant. Du coup, aussi, dans le respect des auditeurs, on répond absolument à tout le monde. C'est-à-dire que ça soit sur Insta, que ça soit sur... Ça, c'est Des fois, on cool. a des messages sur Bandcamp qu'on voit 2 jours après, Ouais. des mails, etc. On répond absolument à tout le monde. Voilà. Donc, du coup, dossier de presse, pas de souci, on peut envoyer tout ça. Trop bien. Il est très beau, Ludo, il vient juste de le finir, il est tout frais. Il est magnifique. Excellent. Si jamais Yes. ça vous intéresse, c'est pour le média Sounding Shivers. Voilà, si vous connaissez Cool. un média lillois. Voilà. Ok, cool. Ça marche, super. Bien, bah, ça y est, Pluvia est à Lille. Génial, c'est parfait. Tout va Oui. très vite. Très vite, on l'a dit. Mais surtout que le pire, c'est que, j'allais dire, cet ami, en plus d'être chez ce média, organise aussi des concerts sur l'île. Voilà. Ah, Voilà, donc vous avez envie d'aller C'est à Lille parfait, ouais, carrément. je lui mets la pression. Voilà. Parfait. Bah, merci encore à vous trois. Merci à Kim. ouais. Merci à toi. Merci Trop à bien. vous. Et je propose qu'on se quitte sur le morceau Opale Insomnie, Gauvin, si tu veux bien. Allez.